Mon fiancé a ri pendant que son père me traitait de croqueuse de diamants lors de notre dîner de fiançailles. Alors, j'ai rendu la bague et je suis parti en silence. J'ai 28 ans et je viens de quitter mon fiancé de 30 ans, avec qui j'étais depuis 2 ans, après ce qui était censé être notre dîner de fiançailles hier soir. Je suis assise seule dans mon appartement en ce moment, portant toujours la robe que je portais, le mascara ayant coulé sur mon visage, essayant de donner un sens à tout ce qui s'est passé. Alex et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans lors d'une collecte de fonds caritative. Il travaille dans la finance, vient d'une vieille fortune et fréquente des cercles que je n'ai jamais connus en grandissant. Je suis une institutrice dans le public qui a payé ses propres études universitaires grâce à des bourses et des emplois à temps partiel. Malgré nos origines différentes, nous nous sommes immédiatement connectés. Il était charmant, intelligent et semblait valoriser mon indépendance et ma passion pour l'éducation. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui, et il semblait tout aussi amoureux de moi. Il y a 2 semaines, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à la côte. C'était intime, romantique, et tout ce dont j'aurais pu rêver. J'ai dit oui sans hésiter. La bague était magnifique, un diamant taille émeraude qui devait coûter une fortune. J'étais sur un petit nuage, impatiente de commencer notre vie ensemble. Hier soir, c'était notre dîner de fiançailles officiel avec sa famille au Jardin, l'un des restaurants les plus chers de la ville. J'avais rencontré ses parents une poignée de fois auparavant, me sentant toujours légèrement mal à l'aise en présence de son père, Édouard, un banquier d'affaires sévère qui souriait rarement. Sa mère, Cynthia, était polie mais distante, du genre à mesurer la valeur des gens à leur lignée familiale et à leur adhésion au country club. J'ai passé des heures à me préparer, voulant faire bonne impression. J'ai mis une robe bleu marine que j'avais mis 3 mois à économiser, je me suis coiffé d'un chignon élégant, et j'ai même emprunté les boucles d'oreilles en perles de ma colocataire. Je voulais tellement qu'ils me voient comme digne de leur fils. La soirée a assez bien commencé. On a servi du champagne, on nous a félicités. Alex tenait ma main sous la table, la serrant pour me rassurer chaque fois que je semblais nerveuse. Puis, pendant le plat principal, Édouard s'est éclairci la gorge et a fixé son regard sur moi. Alors, Claire, dit-il en faisant tourner son vin, maintenant que vous rejoignez officiellement la famille, nous devrions discuter du contrat de mariage. La table est devenue silencieuse. Alex s'est tendu à côté de moi. Papa, nous n'avons même pas encore fixé de date, dit Alex avec un rire nerveux. N'allons pas trop vite en besogne. L'expression d'Édouard s'est durcie. N'importe quoi. Ces questions doivent être réglées tôt. Le patrimoine de la famille Bennett doit être protégé. J'ai senti mes joues brûler. Je comprends la nécessité de protéger le patrimoine familial, dis-je prudemment. Je n'ai aucun problème avec un contrat de mariage équitable. Cynthia m'a offert un mince sourire. Quel pragmatisme de votre part. Eh bien, vous êtes certainement bien retombé sur vos pieds, n'est-ce pas? Une institutrice qui épouse la fortune des Bennett, a poursuivi Édouard, son ton se faisant plus acerbe. Votre mère doit être ravie. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans. Alex le savait. Ses parents le savaient. Ma mère aurait voulu que je sois heureuse, dis-je tranquillement, mon appétit disparut. Édouard gloussa. J'en suis sûr. Rien ne rend une mère plus heureuse que de voir sa fille s'assurer un mari riche. J'ai regardé Alex, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende. Mais il fixait juste son assiette. Je n'ai pas dit oui à Alex pour son argent, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Je l'aime. Bien sûr que vous l'aimez, ma chère, intervint Cynthia avec une fausse douceur. L'argent n'est qu'un heureux bonus, n'est-ce pas? Édouard a ri alors, un son rauque qui a percé le bruit ambiant du restaurant. Ne soyons pas naïfs. Les jolies jeunes femmes de milieu modeste ne courent pas après des hommes comme mon fils pour leur personnalité. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Excusez-moi. Papa, a finalement dit Alex, mais sa voix manquait de conviction. Quoi, a défié Édouard. Je ne fais que reconnaître ce que tout le monde à cette table pense. C'est une croqueuse de diamants. Et une assez transparente, qui plus est. Et puis c'est arrivé. Alex a ri. Un petit rire court et gêné qui aurait pu être de la nervosité ou une tentative de désamorcer la tension, mais ce n'était pas un démenti. Il ne m'a pas défendu. Il a ri. À ce moment-là, tout est devenu très silencieux dans mon esprit. J'ai regardé Alex, cet homme que je pensais connaître,
et j'ai réalisé que je le voyais clairement pour la première fois. Son silence était assourdissant. Son rire, accablant. Sans un mot, j'ai retiré la bague de mon doigt. Je l'ai délicatement posée à côté de son verre d'eau. Le tintement du diamant contre le cristal a semblé incroyablement fort. Claire? A-t-il commencé, réalisant enfin ce qui se passait. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et j'ai quitté le restaurant. Pas en courant, pas en pleurant, juste en marchant, un pied devant l'autre, la tête haute. Je n'ai pas regardé en arrière, même quand je l'ai entendu crier mon nom. Maintenant, je suis assise ici, me demandant si j'ai réagi de manière excessive, si j'ai gâché mon avenir pour un mauvais dîner. Mais ensuite, je me souviens de son rire, et je sais que je n'aurais pas pu rester. Avais-je tort? Aurais-je dû me battre plus fort? Est-ce que je ne fais que donner raison à son père en partant? Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je sais juste que je ne pouvais pas épouser une famille où je serais toujours considéré comme inférieur. Et je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui ne prendrait pas ma défense. Acte 2. Cela fait 3 jours que j'ai quitté ce restaurant, et mon monde a été un tourbillon d'émotions et de confrontations. Alex est venu à mon appartement le lendemain matin. J'étais encore en pyjama, les yeux gonflés de larmes, quand j'ai entendu ses coups insistants à la porte. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais j'avais besoin de tourner la page. J'avais besoin de réponses. Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air terrible. Mal rasé, vêtements froissés, des cernes sombres sous les yeux. Il tenait la bague dans une main et un bouquet de roses dans l'autre. Un classique d'Alex, pensant que les grands gestes pouvaient masquer les problèmes de fond. « S'il te plaît, dit-il d'une voix rauque, laisse-moi t'expliquer. » Je l'ai laissé entrer mais j'ai gardé mes distances, les bras croisés sur ma poitrine comme une armure. « Je suis désolé pour hier soir, commença-t-il. Mon père a complètement dépassé les bornes. Il avait trop bu et tu sais comment il est. Le sais-je vraiment, ai-je demandé. Parce qu'en 3 ans de relation, tu n'as jamais mentionné une seule fois que ton père pense que je suis une opportuniste et une croqueuse de diamants. Il grimaça. Il ne le pense pas vraiment. Si, Alex, il le pense. Et ce qui fait plus mal que ces mots, c'est que tu es resté assis là et que tu l'as laissé les dire. Tu as ri. Alex passa ses mains dans ses cheveux, frustré. C'était juste un rire nerveux. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Faire une scène au milieu du jardin? Tu étais censé me défendre, ma voix se brisa sous l'émotion. Tu étais censé dire à ton père que je suis la femme que tu aimes, que je ne t'ai jamais demandé d'argent, que j'ai travaillé dur toute ma vie. Tu étais censé être de mon côté. Il posa la bague sur ma table basse. Je suis de ton côté, Claire. Toujours. Je t'aime. L'opinion de mon père n'a pas d'importance. Mais si, elle a de l'importance, Alex. Elle a de l'importance parce que tu le laisses me manquer de respect. Elle a de l'importance parce qu'un jour, nous aurons peut-être des enfants, et je ne les laisserai pas grandir en entendant leur grand-père traiter leur mère de croqueuse de diamants pendant que leur père reste assis en accord silencieux. Un instant, il parut sincèrement confus. Un accord silencieux? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors comment appellerais-tu ça? Il ne put répondre. Ton père a toujours pensé ça de moi. Alex hésita, ce qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé d'une petite voix. Parce que ce qu'il pense n'a pas d'importance. Je t'aime pour toi. Ta gentillesse, ta passion pour l'enseignement, ton obsession ridicule pour les podcasts de faits divers. Qui se soucie de ce que pense mon père? Moi, je m'en soucie, dis-je simplement. Parce que son attitude reflète ce que serait notre vie ensemble. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque étape importante, je serai toujours la croqueuse de diamants qui a piégé leur fils. Et apparemment, tu serais toujours l'homme qui reste là sans rien dire et qui laisse faire. On peut arranger ça, insista-t-il. Je parlerai à mon père, je le ferai s'excuser. On peut reporter le mariage jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce n'est pas seulement à propos de ton père, Alex. C'est à propos de toi. C'est à propos de qui tu deviens quand tu es avec lui. Je ne reconnais pas cette personne. Et je ne veux pas l'épouser. Il est parti après 1 heure d'arguments circulaires, emportant la bague avec lui. J'ai passé les 2 derniers jours à pleurer,
à douter de moi, puis à me souvenir de son rire et à sentir ma détermination se renforcer à nouveau. Ma colocataire, Taylor, a été incroyable, m'apportant de la glace et m'écoutant me plaindre pendant des heures. Alex a appelé 17 fois. Sa mère, étonnamment, m'a envoyé un texto, Édouard est têtu, mais il finira par se calmer. Ne gâche pas ton avenir par orgueil. Comme si me défendre n'était que de la vanité. Hier, ma directrice m'a appelé dans son bureau. Apparemment, Édouard avait contacté le conseil d'administration de l'école, mentionnant des inquiétudes quant à ma stabilité émotionnelle et ma conduite professionnelle. Heureusement, ma directrice me connaît depuis 5 ans et lui a dit sans détour que ma vie personnelle ne le regardait pas. Le fait que le père d'Alex ait essayé de mettre en péril ma carrière me conforte encore plus dans ma décision. Qu'aurait-il fait si nous étions mariés et que je n'étais pas d'accord avec lui? Quelle limite n'aurait-il pas franchie? Je n'ai pas parlé à Alex de l'ingérence de son père. Une partie de moi veut voir s'il le découvrira et réagira de manière appropriée. Jusqu'à présent, rien. Ce soir, Taylor et moi ouvrons une bouteille de vin et organisons une soirée, on brûle les magazines de mariage. C'est à la fois cathartique et déchirant. J'aimais Alex. Je l'aime encore. Mais je commence à réaliser qu'aimer quelqu'un ne suffit pas s'il n'a pas le courage de se tenir à vos côtés quand ça compte vraiment. Le plus dur a été de gérer les questions des amis et des collègues. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, pourquoi ce changement soudain. Je suis resté vague, disant seulement que nous avions réalisé que nous voulions des choses différentes. C'est plus facile que d'expliquer que l'homme que je pensais être mon mari est resté silencieux pendant que son père me traitait de croqueuse de diamants, puis a ri comme si c'était une sorte de blague. Ma sœur m'a appelé de Californie après que je lui ai envoyé un texto sur ce qui s'était passé. Elle n'était pas surprise. J'ai toujours pensé qu'il était trop désireux de plaire à ses parents, a-t-elle dit. Tu te souviens comment il a changé ses plans de vacances à Noël dernier parce que sa mère avait dit qu'elle serait dévastée s'il n'était pas là? Les gens te montrent qui ils sont, Claire. Il suffit juste d'être attentive. Elle avait raison, bien sûr. Il y a eu des signes depuis le début. Des petits moments où Alex s'en remettait aux souhaits de ses parents plutôt qu'aux miens, ou aux nôtres. Je les avais ignorés, pensant qu'il était un bon fils, respectueux de sa famille. Maintenant, je vois que c'était autre chose. Une incapacité fondamentale à être autonome, à être son propre homme. Hier, je suis passé devant une boutique de mariage et j'ai vu une robe en vitrine presque identique à celle que j'avais mise en favori pour moi. Pendant un instant, j'ai ressenti cette douleur familière, ce sentiment de perte. Pas seulement d'Alex, mais de l'avenir que nous avions planifié. La maison dont nous parlions d'acheter, les enfants que nous aurions pu avoir. La vie qui n'existe plus que dans un univers alternatif où il aurait été assez courageux pour me choisir. Mais ensuite, je me suis souvenu du regard dans les yeux d'Édouard alors qu'il me traitait de croqueuse de diamants. Ce regard froid et méprisant qui me réduisait à rien de plus qu'une chasseuse de fortune. Et je me suis souvenu du rire d'Alex. Ce petit gloussement accablant qui en disait plus que n'importe quel mot. Non. J'ai fait le bon choix. Et un jour, quand la douleur se sera estompée, j'espère qu'Alex le réalisera aussi. Mise à jour, 2 semaines. Cela fait 2 semaines que j'ai rompu mes fiançailles, et la tempête a enfin commencé à se calmer. J'ai repris l'enseignement, trouvant du réconfort dans l'affection et la curiosité simple de mes élèves de CE2. Il y a quelque chose de guérissant à aider un enfant à déchiffrer un mot difficile quand votre propre vie semble imprononçable. Je n'ai pas parlé à Alex depuis 10 jours. Après des dizaines d'appels et de textos, il m'a finalement envoyé un email qui m'a montré exactement où nous en étions. Il a écrit que, bien qu'il m'aime toujours, il pense que je suis inutilement dramatique à propos d'un dîner inconfortable. Il a suggéré que nous fassions une pause jusqu'à ce que je sois prête à être raisonnable, comme si défendre ma dignité était déraisonnable. La partie la plus révélatrice est venue à la fin, ma famille a certaines attentes, Claire. Ils ont beaucoup sacrifié pour me donner la vie que j'ai. Parfois, le compromis signifie accepter des situations imparfaites pour le bien commun. Lire entre les lignes était facile. Le « bien commun » signifiait son héritage, sa position dans l'entreprise de son père, son statut social. On s'attendait à ce que ce soit moi qui compromette ma dignité, mon amour-propre, ma valeur. Pour qu'il n'ait pas à tenir tête à son père. Je n'ai pas répondu à l'email. Que pouvais-je dire que je n'avais pas déjà dit? Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'appel de Cynthia il y a 3 jours.
Elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café, seul. Contre l'avis de ma raison, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, loin de ses lieux habituels. Elle avait l'air différente, moins apprêtée, plus humaine. Elle a commandé un café noir et s'est assise en face de moi, les mains soigneusement jointes sur la table. Je vous dois des excuses, Claire, dit-elle sans préambule. Ce qui s'est passé à ce dîner était inacceptable. J'étais sans voix. C'était la dernière chose que j'attendais de Cynthia Bennett. Édouard peut être traditionnel dans ses opinions, a-t-elle poursuivi avec précaution, et Alex a toujours cherché son approbation, parfois à un coût personnel élevé. J'avais remarqué, dis-je sèchement. Elle sourit légèrement. J'aurais dû intervenir ce soir-là. J'interviens depuis 30 ans, adoucissant les angles d'Édouard, excusant son comportement. J'ai eu tort de ne pas parler. J'ai étudié son visage, essayant de comprendre ce changement soudain. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Elle soupira, un son profond qui semblait porter des décennies de résignation. Parce que je me vois en vous, Claire. Il y a 30 ans, j'étais vous. D'un milieu modeste, amoureuse d'un homme Bennett, essayant de me prouver digne. La différence, c'est que je suis restée. J'ai fait des compromis. Je me suis dit que ça en valait la peine. Elle fit une pause. Je ne suis plus si sûr que c'était le cas. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Êtes-vous malheureuse? Pas exactement. J'ai eu une vie privilégiée, de beaux enfants. Mais Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Elle m'a parlé de ses premières années avec Édouard, de la façon dont sa famille l'avait traitée, de la façon dont elle avait progressivement abandonné des morceaux d'elle-même pour s'intégrer dans leur monde. De la façon dont elle avait vu Alex devenir de plus en plus comme son père, année après année, malgré ses efforts. Il vous aime, dit-elle alors que nous nous préparions à partir. Plus qu'il n'a jamais aimé personne. Mais l'amour n'est pas toujours suffisant, n'est-ce pas? Je secouai la tête, les larmes menaçant de couler à nouveau. Non, ça ne l'est pas. Elle toucha brièvement ma main. Quoi que vous décidiez, Claire, ne vous perdez pas dans les compromis. Pas pour personne. Je repense à notre conversation depuis lors. M'avertissait-elle? M'encourageait-elle? Me disait-elle au revoir? Peut-être les trois à la fois. Ce matin, des fleurs sont arrivées à mon appartement. Pas d'Alex, mais d'Édouard. La carte disait simplement, mon comportement était inexcusable. Pas d'excuses explicites, juste une reconnaissance. Typique. Je n'ai parlé à Alex d'aucune de ces interactions. Je ne sais pas si sa mère ou son père lui en ont parlé. Une partie de moi se demande si c'est un autre test, fera-t-il amende honorable parce qu'il le veut, ou parce que ses parents l'ont poussé à le faire? Taylor pense que je devrais bloquer son numéro et passer à autre chose. Mon frère dit que j'ai échappé belle. Mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Je n'ai pas seulement perdu un fiancé. J'ai perdu l'avenir que je pensais que nous aurions. La maison que nous avions prévue, les enfants dont nous discutions. Les rêves ne meurent pas en silence. Chaque matin, je vérifie automatiquement ma main gauche, m'attendant toujours à sentir le poids de cette bague. Son absence reste à la fois une peine et un soulagement. Mise à jour, 1 mois. 1 mois depuis le dîner de fiançailles, et la vie a pris plusieurs tournants inattendus. Le week-end dernier, je faisais mes cartons. J'avais décidé de déménager dans un endroit plus petit, ne pouvant plus me permettre celui-ci sans la contribution d'Alex. C'est alors qu'il est apparu à l'improviste. Le voir dans l'embrasure de la porte, entouré de cartons à moitié remplis et de rubans adhésifs, m'a fait mal au cœur. Tu déménages, a-t-il demandé, l'air abattu. Je ne peux pas me permettre cet endroit avec un salaire d'enseignante, dis-je simplement. Il a regardé autour de lui, la vie démantelée que nous avions prévue ensemble. Je continuerai à payer ma part. Tu n'as pas à déménager. Si, je dois le faire. Je me suis assise sur les livres que j'emballais. Qu'est-ce que tu fais ici, Alex? Il était venu me dire qu'il avait quitté son emploi dans l'entreprise de son père. Il avait accepté un poste dans une plus petite société de conseil financier de l'autre côté de la ville. Il m'a tendu une lettre, la réponse perplexe et en colère de son père à sa démission. J'aurais dû faire ça il y a des années, dit-il tranquillement. Être mon propre homme au lieu de son écho. Je l'ai invité à entrer, j'ai fait du café, et nous avons parlé.
Vraiment parler, pour la première fois depuis des années. Il a admis qu'il avait passé sa vie à chercher l'approbation de son père, même quand cela signifiait compromettre ses propres valeurs. Il a reconnu à quel point il m'avait blessé en ne me défendant pas seulement à ce dîner, mais d'innombrables fois auparavant, de manière plus subtile que je n'avais même pas remarqué. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes, a-t-il dit. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait tomber dans ses bras, lui dire que nous pouvions recommencer. Une autre partie se souvenait de son expression quand son père m'avait traité de croqueuse de diamants, ce flash momentané de considération avant le rire nerveux, comme s'il avait envisagé la possibilité. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit. Je suis fier de toi d'avoir tenu tête à ton père, mais il ne s'agit pas seulement de lui. Il a hoché la tête, compréhensif. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, si jamais tu es prête. Après son départ, je me suis assise au milieu de mes cartons, me sentant étrangement calme pour la première fois depuis des semaines. L'avenir ne me semblait plus être un vide immense et terrifiant. 2 jours plus tard, Cynthia m'a invité à déjeuner. Elle m'a dit qu'Edouard était hors de lui suite à la décision d'Alex. Elle semblait différente, plus légère, avec une étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue auparavant. Edouard ne comprend pas pourquoi Alex abandonnerait tout pour. Elle fit une pause, une femme. Pour lui-même, ai-je corrigé doucement. Il l'a fait pour lui-même. Elle a souri. Oui, je suppose qu'il l'a fait. Avant de nous séparer, elle a pressé quelque chose dans ma main. Une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait une bague vintage en saphir. C'était à ma grand-mère, a-t-elle expliqué. Edouard ne l'a jamais aimée, il disait qu'elle n'était pas assez impressionnante pour une épouse Bennett. Mais c'est la seule chose que j'ai de ma famille. Elle a refermé mes doigts dessus. Que vous et Alex retrouviez votre chemin l'un vers l'autre ou non, je veux que vous l'ayez. Un rappel pour garder votre propre lumière, même quand les autres essaient de l'atténuer. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté. Ce n'était pas une bague de fiançailles, a-t-elle dit. C'était de la solidarité entre des femmes qui se comprenaient. J'ai fini par déménager, mais pas dans l'appartement plus petit que j'avais prévu. Mon amie Tara avait besoin d'une colocataire dans sa maison de l'autre côté de la ville. Plus loin d'Alex, plus près de mon école, avec un jardin où je peux faire pousser les herbes que j'ai toujours voulu essayer. Ça me semble juste, de prendre des décisions basées uniquement sur ce que je veux, pas sur ce qui s'inscrit dans la vie de quelqu'un d'autre. Alex et moi avons recommencé à parler, avec prudence, honnêteté. Pas de grands gestes, pas de pression. Juste un café une fois par semaine, des conversations qui retirent les couches de suppositions et d'attentes que nous n'avions jamais examinées auparavant. Il est différent, loin de l'ombre de sa famille. Plus drôle, plus détendu, plus authentiquement lui-même. La semaine dernière, il a demandé si nous pouvions essayer à nouveau, repartir de zéro. Je lui ai dit que je n'étais pas prête. Que j'avais besoin de savoir qui j'étais sans lui avant de pouvoir envisager qui je pourrais être avec lui. Je comprends, a-t-il dit. Et je crois qu'il comprenait vraiment. Je porte la bague en saphir de Cynthia à ma main droite aujourd'hui. Pas comme une promesse à quelqu'un d'autre, mais comme une promesse à moi-même. De ne jamais faire taire ma propre voix. De ne jamais compromettre ma valeur. De ne jamais accepter d'être considéré comme inférieur à ce que je suis. Je ne sais pas si Alex et moi nous retrouverons. Je ne sais pas si les changements qu'il opère dureront. Je ne sais pas si je pourrai jamais lui faire entièrement confiance à nouveau. Mais je sais ceci, quitter ce restaurant a été la chose la plus difficile et la plus nécessaire que j'ai jamais faite. Parfois, les pas les plus difficiles à faire sont ceux qui vous ramènent à vous-même. Mise à jour, 6 mois. 6 mois ont passé depuis ce dîner fatidique, et cela semble à la fois hier et il y a une éternité. Je suis assise sur le porche de ma nouvelle maison. Oui, ma maison. Une petite maison de style craftsman avec des volets bleus et un érable dans le jardin de devant. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour le mariage comme apport personnel. Chaque mensualité de prêt hypothécaire est comme une affirmation, c'est à moi, gagné par moi, choisi par moi. Alex et moi avons essayé. Vraiment. Pendant 3 mois, nous avons reconstruit notre relation à partir de zéro. Conversations honnêtes, thérapie de couple, limites prudentes. Il est resté à son nouveau poste malgré la pression croissante de son père pour qu'il retourne dans l'entreprise familiale.
Il a rejoint un groupe de soutien pour les adultes confrontés à des parents contrôlants. Il faisait tout ce qu'il fallait. Et pourtant, quelque chose de fondamental avait changé. Chaque fois qu'il m'emmenait dîner, je me surprenais à scanner le restaurant, me tendant à la vue d'hommes plus âgés qui ressemblaient à Édouard. Chaque fois qu'il me présentait à des collègues, j'analysais leurs expressions à la recherche de traces de jugement ou de mépris. La confiance qui avait été brisée ne se réparait pas, malgré nos 2 efforts. Il y a 2 mois, nous dînions chez moi quand j'ai finalement trouvé le courage de dire ce que je ressentais. Je ne pense pas qu'on puisse arranger ça, dis-je tranquillement. Il posa sa fourchette, son expression triste mais pas surprise. À cause de mon père? Non, répondis-je sincèrement. À cause de nous. Parce que maintenant, je sais ce dont j'ai besoin chez un partenaire. Et tu sais ce que tu dois devenir pour toi-même. Et je ne pense pas que nous puissions nous apporter ces choses tant que nous sommes ensemble. Il a hoché la tête lentement. Je craignais que tu dises ça. Je le sentais aussi. Nous avons pleuré ensemble cette nuit-là, pleurant non seulement ce que nous avions perdu, mais aussi ce que nous avions appris trop tard. Il m'a embrassé pour me dire au revoir à ma porte, m'a rendu la bague en saphir de Cynthia quand j'ai essayé de la lui rendre, et est sorti de ma vie avec dignité et grâce. Édouard a envoyé une brève note formelle, Alex m'informe de votre séparation définitive. Je vous souhaite le meilleur pour vos projets futurs. Venant de lui, c'était presque une chaleureuse accolade. Cynthia et moi nous voyons toujours pour un café de temps en temps. Elle a recommencé à peindre, une chose qu'elle avait abandonnée en se mariant dans la famille Bennett. Le mois dernier, elle m'a montré une aquarelle qu'elle avait faite de 2 femmes assises au bord de l'océan. C'est nous, dit-elle. Dans une autre vie. J'ai été promue enseignante principale à mon école, avec une augmentation de salaire modeste mais significative. J'ai recommencé à sortir, avec prudence, de manière sélective. Rien de sérieux pour l'instant, mais je suis ouverte à la possibilité. Plus important encore, je suis complète par moi-même, d'une manière que je ne l'ai jamais été auparavant. Mes amis plaisantent en disant que je devrais écrire un livre, Comment quitter un restaurant chic a changé ma vie. Peut-être qu'un jour je le ferai. Pour l'instant, je me contente de m'asseoir sur mon porche, de regarder les feuilles changer de couleur sur mon érable, de sentir le poids de la bague de Cynthia sur ma main droite, un rappel de la femme qui n'est pas partie, et de celle qui est partie. La semaine dernière, j'ai croisé Alex dans un café du centre-ville. Il était avec une femme que je ne connaissais pas, riant de quelque chose sur son téléphone. Il a levé les yeux et m'a vu, son sourire faiblissant juste un instant avant de se reprendre. Nous avons échangé des banalités, de brèves nouvelles. Alors que je me tournais pour partir, il a doucement touché mon bras. Merci, dit-il simplement. Pourquoi? D'avoir eu le courage que je n'avais pas. De m'avoir montré ce que c'est que de s'estimer. J'ai souri, un vrai sourire, sans la douleur qui avait accompagné les pensées de lui pendant si longtemps. Prends soin de toi, Alex. Je le fais, a-t-il répondu. Pour la première fois, je le fais vraiment. En m'éloignant, j'ai senti la dernière pièce d'un puzzle compliqué se mettre en place. Parfois, aimer quelqu'un signifie le quitter. Parfois, la fin heureuse n'est pas le conte de fées que nous imaginions, mais la réalité que nous construisons pour nous-mêmes, brique par brique, choix par choix. J'ai glissé la bague en saphir de mon doigt et dans ma poche. Je n'avais plus besoin du rappel. Je suis devenu ce rappel. De la force, de la valeur, du pouvoir de partir quand rester coûterait trop cher. Est-ce que tout cela en valait la peine? La douleur, la perte, le nouveau départ? En déverrouillant la porte de ma petite maison bleue, la mienne seule, je connais la réponse avec une certitude ancrée au plus profond de moi. Oui.